Bon, je me mets là, pas derrière le truc, hein. Bon, alors on va commencer cet atelier. Je sais pas, on a jusqu'à quelle heure là? Vous savez? À peu près 18h? 17h45, hein, 17h45. Ok, ok. Alors, bon, donc c'était l'objectif de l'atelier, là, c'est la décompensation initiale qui révèle un diabète et l'éducation initiale. Donc, c'est de se concentrer sur vraiment la partie du début, découverte de diabète chez l'enfant. Et donc, parce que, et en fait, même dans ça, c'est un peu difficile de savoir un peu quelle partie il faut aborder. Donc, moi, j'ai pris une partie un peu bon, un peu de généralité, des cas cliniques, et puis de vous montrer un petit peu comment on fait l'éducation dans mon service à Bicêtre sur cette partie initiale découverte de diabète. Et donc juste avant qu'on commence, je vais me présenter. Donc je m'appelle Agnès Linglard, je suis pédiatre, je fais de l'endocrinopédiatrie à l'hôpital Bicêtre, c'est dans la banlieue sud de Paris. C'est une zone qui est c'est une banlieue plutôt défavorisée, hein, de la banlieue parisienne. Et donc, on a un recrutement d'enfants diabétiques qui viennent de toute la région sud-ouest de Paris. Voilà, et donc qui arrive très très régulièrement pour toute la population parisienne ou Île-de-France. Il y a à peu près 11 millions de personnes sur la grande banlieue, et donc il y a 3 services qui font de la diabétologie pédiatrique pure, qui sont des services d'hospitalisation, et après dans presque tous les services de pédiatrie, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de diabétopédiatrique, tellement c'est une maladie qui est incidente, hein, dont la prévalence, enfin, je vais vous remontrer 1 ou 2 diapositives, la prévalence augmente, que les pédiatres, et c'est quelque chose que vous connaissez aussi, se sont emparés de cette maladie, et donc dans tous les services de pédiatrie, il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de diabétopédiatrique. Voilà, donc je voulais juste avoir un peu une petite idée de votre pratique à vous en termes de diabétopédiatrique, savoir ce que vous prenez en charge. Donc parmi vous, qui travaille dans le service d'urgence pédiatrique et s'occupe de patients découverts de diabète, ok, ou réanimation pédiatrique, non, plutôt pratique libérale, oui, non, ben alors qu'est-ce que vous faites? J'imagine que vous faites bien de la pédiatrie à un endroit, non? Il y a deux mix, de tout. Hospitalier universitaire, voilà. Professeur en endocrinologie, d'accord. Donc, la vraie pratique d'endocrinopédiatrie, alors, de diabétologie aussi? Oui, oui. Et donc, ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on puisse échanger et que vous puissiez aussi partager votre expertise à vous. Il y a d'autres micros on peut faire circuler. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre la parole. Je crois que c'est mieux de parler dans le micro pour l'enregistrement, pour qu'on puisse partager. Donc, l'objectif, c'est vraiment que ça soit interactif et que ça ne soit pas juste moi qui monopolise la parole. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, juste. Donc, donc comme j'ai dit, c'est vraiment centré sur la partie initiale. Donc, l'histoire naturelle du diabète, vous la connaissez déjà. Bon, on pense qu'il y a probablement des facteurs déclenchants qui vont favoriser l'agression des cellules bêta sur un terrain génétique favorisant, et qui vont déclencher une réaction immunologique avec une diminution progressive de la sécrétion d'insuline, et permettre, qui vont ensuite aboutir à... Il y a un problème? Ça va?
Oui, qui vont ensuite aboutir. Et donc, cette baisse de la sécrétion d'insuline va se faire de façon très progressive, ce qui explique en fait la lenteur et le retard au diagnostic du diabète de type 1 chez l'enfant et l'apparition des symptômes d'acidocétose de façon extrêmement fréquente chez l'enfant comme facteur révélateur du DT1 chez l'enfant. Et donc il y a vraiment une conjonction à la fois de facteurs génétiques, immunologiques, viraux, environnementaux qui vont aboutir à cette carence insulinique profonde qui ensuite pourra récupérer un petit peu une fois qu'on aura mis en place un traitement, mais de façon uniquement transitoire. Donc la définition du diabète chez l'enfant, comme chez l'adulte, c'est la même. C'est le fait d'avoir une glycémie à jeun au moins à 2 reprises au-dessus de 1,26 g, ou alors à n'importe quel moment de la journée au-dessus de 2 grammes par litre. Et donc ça, si vous avez quelqu'un dans une famille, vous avez un des 2 parents qui a le diabète et qu'il fait une glycémie à son enfant comme ça par hasard et qu'il va trouver plus de 2 grammes par litre, ben, c'est bon, le diagnostic de diabète peut être fait. Donc c'est une découverte incidentale de diabète de type 1 chez l'enfant, ça arrive aussi. Alors, l'incidence du diabète n'est pas la même, la prévalence du diabète n'est pas la même dans tous les pays du monde. Elle est en augmentation partout, dans tous les pays du monde, mais il y a des pays dans lesquels le diabète est plus fréquent que d'autres, et en particulier plus vers le nord. Donc ça, c'est très très connu dans les pays comme la Finlande ou le nord de l'Europe. Mais donc il y a aussi des continents entiers comme l'Australie où la prévalence du diabète est quand même très élevée. Et tout ce qui est en blanc, c'est en fait parce qu'on n'a pas d'études et donc on n'est pas capable de dire aujourd'hui l'incidence exacte du diabète dans ces pays-là. Alors en France, il y a une augmentation importante et constante qu'on voit depuis plusieurs décennies de l'incidence du diabète chez l'enfant. Et ça, alors vous pouvez me dire, est-ce que vous constatez la même chose, vous, ici au Maroc, dans votre pratique quotidienne? Oui, vous avez la même chose. Et donc il y a vraiment, on a pu le voir grâce à l'établissement de registres, hein, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un enfant vient, on va collecter les données et on s'aperçoit qu'il y a une augmentation de cette incidence. Et il y a certaines populations d'enfants qui vont être plus concernées par cette augmentation de fréquence. C'est en particulier les enfants très jeunes, c'est-à-dire les enfants de moins de 5 ans. Cette augmentation de fréquence est particulièrement importante chez les tout petits bébés. Ce qui pose problème parce qu'en fait, c'est ceux pour lesquels le diagnostic est le plus difficile à poser, ou en tout cas on n'y pense pas vraiment en pédiatrie, enfin je dirais aux urgences. Voir arriver un enfant déshydraté, c'est tellement la vie de tous les jours que penser au diabète, c'est vraiment pas forcément évident devant une déshydratation. Donc c'est un peu la problématique. Et un peu comme sur la carte du monde, il y a aussi des régions de France où l'incidence du diabète est plus élevée que d'autres. Voilà, donc ça c'était... Comment expliquer cette augmentation ? Je ne sais pas très bien, c'est pas très très clair les explications sur l'augmentation de l'incidence du diabète. Il y a des explications qui sont avancées sur certaines épidémies virales, ou sur le fait justement on n'expose pas assez, certains enfants ne sont pas assez exposés à certains virus assez tôt dans la vie. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Voilà. Oui, on a vraiment par vague. Vous avez vu ça, vous? Oui. Ben voilà, il y a des périodes de l'année, donc si vous êtes septembre, décembre, janvier, oui, absolument. Un peu en décalé, juste après.
exactement. Il y a une augmentation de l'incidence des découvertes de diabète. Et il y a eu des données aussi, c'était un peu moins visible que chez l'adulte, mais il y a eu des données aussi pendant l'épidémie de Covid sur l'augmentation de découvertes de diabète de type 1. Ce qui est très compliqué à savoir, c'est il y avait tellement d'enfants Covid+, est-ce que c'était lié au virus ou pas? C'est compliqué à définir. Alors, donc l'atelier, c'était vraiment sur la décompensation, enfin la découverte inaugurale du diabète. Donc là, je vous encourage à avoir ce papier avec vous. C'est les recommandations de l'ISPAD, la prise en charge de l'acidocétose de l'enfant, qui ont été produites en 2018. Et donc là, dedans, il y a vraiment il y a tout. Il y a même des tableaux qui sont avec le volume à perfuser, le débit en millilitres heure, la quantité de potassium, la quantité d'insuline, etc. C'est vraiment, ces recos, elles sont super claires. C'est rare que ça soit aussi bien fait, moi je trouve, et aussi net. Et donc, de toute façon, c'est ce que je vous mets dans les différentes diapositives, et c'est là-dessus que aujourd'hui, je crois, la plupart des services ont refait leur protocole ou ont basé. Après, on peut avoir chacun sa propre interprétation des recommandations, et c'est toujours difficile d'appliquer à la lettre, hein. Mais il y a vraiment eu là un effort de clarification et de simplification qui permet vraiment d'appliquer dans un service clinique de pédiatrie générale, d'urgence, des recos pour prendre en charge une découverte de diabète, qui soit peu sévère ou très sévère. Donc voilà, vous prenez les recos et puis il faut vraiment avoir ce papier. Alors la définition de l'acidocétose, donc ça c'est juste pour également savoir de quoi on va parler. Donc l'acidocétose a une définition bien précise qui est rappelée dans ces recommandations de l'ISPAD. Donc l'acidocétose, c'est un enfant chez qui qui a un diabète de type 1, enfin qu'on découvre un diabète de type 1 avec une hyperglycémie supérieur à 2 grammes par litre, un pH acide inférieur à 7,3 ou des bicarb inférieurs à 15 mmol par litre et une cétonémie supérieure à 3 mmol par litre. Et en fait, on va grader cette acidocétose en fonction de sa sévérité. Elle est soit légère, soit modérée, soit sévère en fonction du pH ou des bicarbonates. Et ça peut vous aider dans votre décision de thérapeutique ou d'orientation vers un service de réanimation, par exemple. C'est-à-dire qu'un enfant qui a une acidocétose avec un pH inférieur à 7,10, donc une acidocétose sévère, on va se poser la question, au moins passer un coup de fil au réanimateur pour savoir, si on en a à proximité, c'est pas toujours évident, on n'en a pas toujours, de savoir qu'est-ce qu'on va faire de l'enfant qu'on a sous la main, quoi. Bon, 7,10 ou 7,08, ça va, mais quand c'est 6,88, là, c'est déjà plus délicat. Et donc, après, on distingue bien, et ça, c'est quand vous enseignez aux étudiants. Donc, on va affirmer d'abord le diagnostic de DT1 par la mesure de la glycémie, et ensuite, on va regarder la sévérité et affirmer le diagnostic d'acidose par la mesure du pH ou des bicarbonates et l'acétonurie ou l'acétonémie. Mais il faut bien séparer les deux, puisque l'acidose, en fait, l'acidocétose va vous donner le critère de gravité associé au diagnostic de diabète de type 1. Donc, on a parlé de l'incidence du diabète qui était en augmentation, et quid de l'acidocétose. Alors, je sais, moi, je vais vous donner les chiffres en France de comment ça se passe, la découverte du diabète
par la révélation d'acidocétose, enfin la révélation du diabète par une acidocétose, mais est-ce que vous avez, vous, une notion un peu de la fréquence de l'acidocétose dans la révélation du diabète chez l'enfant au Maroc ou au Maghreb? C'est-à-dire, est-ce que c'est 30%, 50%, 70% des enfants, vous savez? Vous diriez 60%? C'est 60%? Vous voulez un micro peut-être pour parler? Non? Vous savez? Non? C'est en gros, enfin, c'est quand même très fréquent. Hein. Voilà. Et en France, c'est de l'ordre de 50%. Hein. Donc c'est très très fréquent. 50% des révélations de diabète sont faites par une acidocétose. Alors, ça dépend de la sévérité, absolument. Je crois que je l'ai mis après, voilà, c'est là. Donc, en fait, c'est un travail qui a été fait par l'AJD, l'Association des jeunes diabétiques. Hein, et c'est une enquête qui a été faite sur un très grand nombre de centres en France, parce que la plupart des services cliniques pédiatriques qui font de la diabétopédiatrique travaillent avec l'AJD. C'est vraiment une association de patients qui a vraiment un très très gros... c'est pas pouvoir qu'il faudrait dire, mais une très grande affinité et interaction avec les services cliniques, qui fait beaucoup d'éducation thérapeutique, enfin, qui travaille beaucoup de recherche, qui travaille très très bien et avec laquelle enfin, il y a vraiment une interaction constante. Et donc il y a eu cette enquête qui a été faite sur justement la découverte de diabète, et vous voyez qu'en 2019 40% des diabètes de type 1 étaient révélés par une acidocétose, dont 15% par des acidocétoses sévères, moins de 7,10 de pH. Et 2020-2021, on était autour de 50%, dont presque 20% révélés par des acidocétoses sévères. Et la différence entre 2019 et là, en fait, j'aurais même presque dû mettre les chiffres des années précédentes, c'est qu'il y a eu avant 2019, avant l'ère du Covid, il y a eu en France une campagne nationale, grand public, d'information sur l'acidocétose, sur le diabète de type 1 de l'enfant, qui étaient des affiches sur les bus, etc., qui étaient mon enfant boit, mon enfant fait beaucoup pipi, je fais une glycémie, je cherche un diabète. Et donc en fait, on a vu avec cette campagne, on a vu une baisse très importante du nombre d'acidocétoses au diagnostic et une révélation beaucoup plus précoce du diagnostic de diabète de type 1. Et en fait, la campagne s'est arrêtée pour des raisons financières, etc., et de lobbying. Et ce qui s'est passé, c'est que le nombre d'acidocétoses est remonté immédiatement. Donc, dès que vous arrêtez d'informer la population ou les médecins généralistes, parce qu'en fait, les pédiatres, ils savent. Le problème, c'est plus le peuple en entier lui-même, hein, et puis les généralistes qui connaissent beaucoup moins, et ben là ça ne marche plus et on revient aux chiffres d'avant, aux 50%. Donc là on était sur la fin de la campagne 2019 et puis là on revient aux 50% normaux. Donc voilà. Donc le problème c'est que cette acidocétose, cette révélation du diabète par l'acidocétose, c'est la première cause de mortalité du diabète. Et donc, il y a vraiment un critère de gravité majeur qui est associé au fait que les enfants vont être révélés par cette complication initiale. Donc ça, c'est un point très important. Et donc, voilà, et vous connaissez tous la complication, j'ai mis quelques diapos à la fin, si on a le temps, on pourra en reparler, mais la complication principale de l'acidocétose, c'est l'œdème cérébral. Hein. Et, donc, et qui fait toute la gravité et toute la mortalité de cette maladie, et c'est essentiellement au départ. Donc vraiment, c'est un peu là que se situe le problème. Donc ça reste une maladie mortelle à cause, dans cette phase initiale, du fait de l'œdème cérébral.
Donc, on commence par un petit cas clinique, si ça vous va. Alors, donc c'était une enfant qui est venue à Bicêtre donc c'était il y a 2 ans, une petite fille de 4 ans qui est la 4e d'une fratrie de 4. Il n'y a pas d'histoire de diabète dans la famille, personne ne connaît. Il y a eu un diabète gestationnel pour la grossesse de cet enfant et la grossesse précédente. Et puis elle consulte un jeudi. Alors le 7 mai en France, c'est la veille d'un week-end férié. Un week-end avec donc le vendredi est férié, et samedi, dimanche, donc d'un grand week-end. Elle consulte la première fois pour ça. Asthénie, polyurie, polydipsie, douleur abdominale. Bon, évidemment, on est dans l'atelier diabète, le diagnostic n'est pas très compliqué à évoquer, et donc on évoque un diagnostic de diabète. Son dernier poids, c'était 17 kilos, et là, on la pèse, elle pèse 14 kilos. Bon, elle a vraiment des signes de perte de poids et d'anomalie métabolique, et on évoque un diagnostic de décompensation de diabète. Alors, qu'est-ce que vous demandez, qu'est-ce que vous voulez faire pour elle? Une glycémie. Une glycémie comment? Qu'est-ce que vous faites comme... Pardon, j'ai pas entendu? Une glycémie à jeun. Une glycémie par lecteur glycémique. Une bandelette urinaire. Un gaz du sang. Une hémoglobine glyquée. Ouais, j'attends des choses très intéressantes. Alors, je vais vous raconter la suite de l'histoire et puis on pourra évoquer les différentes réponses, parce que en fait, je pense que d'abord, le diabète, ce qui est intéressant dans le diabète, c'est qu'il n'y a jamais de bonne réponse. C'est jamais blanc et noir, que ce soit dans la prise en charge ou dans l'éducation thérapeutique, dans le schéma d'insuline qu'on va mettre, etc. Il n'y a pas une seule réponse pour un patient. C'est vraiment, on peut faire des choses et puis changer. Vous avez 2 personnes, elles vous diraient 2 choses différentes. Ça, il faut être c'est la maladie pour laquelle il faut être super humble. Hein, vraiment, je ne sais pas si vous partagez mon avis, mais vraiment, voilà. Donc, on lui fait donc, en fait, quand vous avez une suspicion de diabète comme ça sur un enfant qui ne va pas bien, parce que manifestement, elle est quand même pas très très bien, la glycémie capillaire ou la bandelette urinaire, ça suffit pour affirmer le diagnostic. Hein. Et donc, une glycémie élevée, c'est ce que je vous ai dit, sur une bandelette, une glycosurie suffisent à affirmer le diagnostic de diabète de type 1. Vous n'avez besoin d'aucun autre examen. Vous n'avez même pas besoin d'une confirmation par une glycémie veineuse. Vous n'avez pas besoin de glycémie à jeun, parce que si vous faites faire une glycémie à jeun, c'est ce qui s'est passé pour elle, je vais vous montrer juste après, ça va retarder votre prise en charge. Alors que là, vous savez, avec la glycémie capillaire, vous avez déjà le diagnostic. D'accord ? Et il y a toujours, dans la découverte de diabète, il y a toujours une glycosurie, parce que c'est le principe, hein, vous avez une hyperglycémie qui dépasse le seuil de réabsorption rénale du glucose qui entraîne une glycosurie, toujours associée à une hypercétonémie et à une cétonurie. Toujours. Et donc l'association cétonémie, cétonurie, glycosurie, donc sur la bandelette urinaire, là, le seul diagnostic qui existe, c'est le diabète de type 1. Parce que vous pouvez avoir une cétonurie seule dans d'autres maladies, d'autres pathologies métaboliques, etc., ou dans le jeûne. Vous pouvez avoir une glycosurie seule dans un diabète rénal, un diabète, une tubulopathie. Mais l'association des deux, ça n'est que le diabète de type 1. Donc voilà, donc la bandelette urinaire, si elle n'est pas périmée, bien sûr, il faut vérifier, la bandelette urinaire, c'est vraiment, ça suffit pour affirmer un diagnostic, et c'est ça qui est terrible, parce que
Vous pouvez même, vous faites une mandelette urinaire dans le pipi et vous pouvez aller donner le diagnostic de diabète aux parents, qui est une maladie qu'ils vont garder pour la vie entière de leur enfant. Ils ne comprennent pas qu'on vienne leur annoncer un diagnostic aussi grave simplement après avoir trempé une petite bandelette dans un pot de pipi. Donc c'est vraiment, voilà. Mais en tout cas, ça donne un diagnostic immédiat. Vous savez déjà. Donc, on fait la glycémie capillaire, et puis, bon, cet enfant, elle a eu une demande de confirmation par une glycémie à jeun au laboratoire. Donc, elle est envoyée, comme je vous dis, c'était en France le week-end férié, et donc, les parents ont fait faire la prise de sang le lundi matin, donc 3 jours après. Donc, en fait, elle continue à se dégrader pendant les 3 jours. C'est pour ça que je vous dis que vous n'avez pas besoin de cette confirmation, parce que ça vous montre bien que ça ne peut qu'induire une perte de chance pour les enfants. Et donc, elle revient, elle va au laboratoire, et au laboratoire, ils n'arrivent pas à la piquer, parce qu'elle était toute sèche en fait, hein. Donc ils n'arrivent pas à la piquer, et donc du coup les gens du labo lui disent bon bah vous l'emmenez immédiatement aux urgences parce que ça va pas du tout, aux urgences elle arrive, elle est vraiment très fatiguée, elle a des signes de déshydratation extracellulaire, elle a les yeux cernés, elle est même elle n'est pas dans le coma, mais enfin, elle est quand même un peu confuse. Elle est ralentie, elle réagit quand même à la douleur. Elle a encore perdu du poids. Je vous rappelle qu'elle part de 17 kilos, elle faisait 14 le jeudi soir, et là, elle fait 12 kilos le lundi matin. Et elle est polypnéique, elle a une fréquence respiratoire à 28. Donc là, qu'est-ce que vous demandez, ou qu'est-ce que vous souhaitez comme élément clinique ? Donc là, elle est revenue à l'hôpital. Pardon ? Donc il faut la mettre en condition. Ouais, il faut la piquer, la remplir. Je suis d'accord avec vous. Ouais. « 17-14, ça lui faisait 3 kilos, ça lui faisait déjà presque 20%. Hein, ouais. Ça peut être une... On est d'accord. Ouais. Mais là c'est de l'eau. Là, c'est de l'eau. Ouais. Absolument. Donc, vous demandez donc une glycémie en urgence, commencer un traitement. Et quel bilan vous voulez ? Je vous donne le micro. Allez, vous lancez. Alors, attendez, ça ne marche pas le son. Vous savez le remettre ? Ça marche là ? Oui, je pense, ouais, bon. Oui. Faire au moins une natrémie kaliémie, oui, si possible, oui. Pour voir un petit peu combien c'est au départ, puis commencer le remplissage. Et commencer le remplissage. Et le traitement. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres idées ? Un gaz du sang, oui, une bonne idée aussi, je suis d'accord. Encore une autre idée ? Il y a un examen qu'il ne faut pas oublier de faire. Réserve alcaline, bien sûr. Dans le gaz du sang, vous allez l'avoir, avec le ionogramme. Hein. Et vous devez faire un ECG. Il ne faut pas oublier l'ECG. Donc, vous devez faire le gaz du sang, le ionogramme et l'ECG. Alors, je vais vous montrer. Pourquoi est-ce qu'on fait l'ECG ? C'est obligatoire. S'il y a un examen que vous devez faire, c'est l'ECG. À cause de la perte potassique. Parce qu'il y a une perte potassique très importante dans la découverte de diabète de l'enfant, dans l'acidocétose pédiatrique. Donc, pardon ? Oui, absolument. Oui, de toute façon, on fait l'ECG. De toute façon, on fait l'ECG. Absolument. Alors, donc,
elle est effectivement en état de déshydratation, elle a des muqueuses sèches, des extrémités froides, une fréquence cardiaque à 130, un temps de recoloration qui est limite à 3 secondes, une tension qui est encore un peu correcte, même sur la limite un peu supérieure pour une enfant de 4 ans, une température un peu basse, ça c'est un signe d'hypoglycémie. Hein, l'hypothermie, ça va avec l'hypoglycémie, et une glycémie capillaire à 21 millimoles par litre. Donc, elle a des signes de déshydratation, des signes de cétose, les douleurs abdominales et les vomissements, et la polypnée, ça c'est un signe d'acidose, parce qu'en fait, tout ce qui est les acides, la respiration sert à excréter et à essayer d'éliminer les corps cétoniques. Les corps cétoniques sont acides, hein. L'acétone c'est acide, et donc par la respiration, donc ils sont éliminés à la fois par les urines, donc on les retrouve dans les urines, et ils sont aussi éliminés par la respiration, et ils sont tamponnés aussi, c'est pour ça qu'on a un trou anionique qui est bas. Okay, donc ça c'est tous les moyens en fait d'éliminer les corps cétoniques. Okay. Donc c'est pour ça qu'il y a donc cet enfant, elle a des signes cliniques d'acidose, de cétose et de déshydratation. Donc elle a une acidocétose sévère inaugurale, et donc on a dit, donc on lui fait un ECG, un gaz du sang, un iono avec une urécréate, et bon, on peut faire un phosphore parce que c'est écrit dans les recommandations, c'est un signe de gravité et qui va nous permettre aussi d'adapter en fait le traitement à la perfusion. Mais ce n'est pas le plus important. Alors ça c'est son électrocardiogramme. Et donc, alors qu'est-ce qu'on arrive à voir sur l'électrocardiogramme? En fait, ce qu'on va chercher sur l'électrocardiogramme, c'est les signes d'hypokaliémie qui sont des signes d'hypokaliémie intracellulaire. Et c'est des signes, ce qu'on appelle d'hypokaliecystie. Parce que la perte de potassium, c'est une perte de potassium qui est ancienne. En fait, avec la diurèse osmotique, avec le fait de tamponner les acides et les corps cétoniques, voilà, il y a du potassium qui part et qui est excrété, qui est perdu dans les urines. Et donc il y a des pertes urinaires extrêmement importantes de potassium depuis plusieurs semaines, quand on en est au jour de la découverte de diabète. Et donc il y a toujours chez un enfant qui a une acidocétose, ce qu'on appelle une hypocalicystie, donc une perte de potassium intracellulaire. Et la seule façon de le voir, c'est de faire un électrocardiogramme, parce que c'est ça qui va vous visualiser quel est l'état du potassium à l'intérieur de la cellule myocardique. Okay. Et il peut y avoir des troubles du rythme. Si vous arrivez au stade ultime, vous pouvez avoir un trouble du rythme, bien sûr. Et là, c'est souvent des enfants qui sont très difficiles à récupérer parce qu'ils sont déjà en acidose, plus ils sont en hypokaliémie intracellulaire, mais la kaliémie extracellulaire, comme ils sont très déshydratés avec un volume réduit, plus une insuffisance rénale, la kaliémie extracellulaire n'est pas forcément basse. Donc en fait, c'est un piège. Hein, et on peut avoir, et ces troubles du rythme sont très difficiles à récupérer. Moi, on a perdu un enfant comme ça qui a fait un trouble du rythme il était en acidose et on n'a jamais réussi à le récupérer dessus. Ouais. Non, ils sont vraiment, c'est gravissime. Donc en fait, ce qu'on voit, c'est je vais me remettre dessus. Ce qu'on voit, c'est un allongement de l'espace PR, un allongement du QT, une onde T aplatie, et parfois les ondes U, c'est-à-dire en fait un sous-décalage du ST qui est, c'est l'onde T qui s'inverse, qui au lieu d'être vers le haut, se met vers le bas, se creuse. D'accord ? En fait, vous avez vraiment un ralentissement sur l'ECG. En D2. C'est là où on voit le mieux. Ouais, c'est là où on voit le mieux. Mais bon, globalement, vous le voyez assez bien. Hein.
Donc là, alors peut-être si je me mets là. Est-ce que j'ai une souris? Non, il n'y a pas de souris. On voit là? Non, on ne voit pas. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc en fait, là, on ne voit pas trop. On voit, vous n'avez pas d'onde T. Hein, c'est plat. Vous avez juste l'onde P au départ, mais il n'y a pas d'onde T du tout. Et vous avez un petit sous-décalage du segment ST. Alors, je vais vous remontrer, il y aura d'autres ECG après. Donc, on lui fait un ECG, et en fait, elle est tellement déshydratée qu'on n'arrive pas à la piquer. On prend un petit peu, mais ça coagule tout de suite. La seule chose qu'on arrive à avoir, c'est un gaz, et elle a un pH à 6,86 et des bicards qui sont très bas, avec un CO2 total à 6 millimoles. Donc, on sait qu'elle est vraiment très acide et qu'elle va vraiment très mal. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Ouais, remplissage. Donc là, vraiment, la première chose, c'est la réhydratation, le remplissage. Avant l'insuline, en fait. Hein, c'est qu'il faut commencer par réhydrater, remplir. Et en fait, quand on fait le remplissage, quand on va réexpandre le volume extracellulaire, ça va déjà commencer à améliorer l'état clinique de l'enfant, et rien que par l'effet de dilution, déjà ça va faire baisser la glycémie, et ça va améliorer les choses. Et donc dans ce remplissage, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier de mettre? Du potassium. Il faut toujours déjà d'emblée mettre du potassium dans ce remplissage. Donc on fait un remplissage et on commence tout de suite le potassium. Donc on part tout de suite sur soit une intra-osseuse, je crois qu'ils ont mis une jugulaire pour elle, mais bon, c'est pareil, c'est tout ce que vous pouvez, mais pour arriver à la perfuser. Donc il lui pose une voie, la voie diffuse, le réanimateur ne veut pas descendre, enfin bon, après que vous vous dites, mon Dieu, je vais rester toute seule avec cet enfant qui va super mal, qu'est-ce que je vais devenir? Et donc... ce qu'on peut parfois faire quand on est dans une situation dramatique comme ça, c'est vraiment, on fait un remplissage, effectivement, on pose une intra-osseuse, et si on a 0,0 voie, on peut faire une petite injection d'insuline pour arriver à gagner un petit peu de temps en attendant d'arriver à reposer une voie et faire les choses. Mais ce qu'il faut vraiment arriver, c'est la première urgence, c'est le remplissage. D'accord ? Donc ça, je vais en reparler de la réhydratation. Donc on arrive à la remplir, et du coup on arrive à prélever un iono, et donc elle a une natrémie à 135, un potassium à 4, alors que sur le CG on avait des signes d'hypocalcicystie, hein, donc défaut de potassium intracellulaire. Elle a un phosphore qui est normal bas, les bicards sont très bas, hein, à 2 millimoles par litre, et donc on commence le remplissage et l'hydratation avec des apports de potassium. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui. 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 Alors, nous, on est un peu comme vous, on a aussi ce grand sujet, cette grande discussion. Et en fait, si on est, je crois, enfin, je ne sais pas, nous, on n'alcalinise jamais aux urgences ou dans le service. Jamais, tout seul. Si on n'a pas un environnement de réanimation
avec de quoi mesurer la pression intracérébrale, etc. Parce qu'en fait, la question de l'alcanisation, pourquoi est-ce qu'on pose cette question-là? C'est parce que ce qui avait été montré, c'est que si on donnait des bicarbonates, on augmentait le risque d'œdème intracérébral. Donc du coup, je pense que si on n'est pas dans un environnement de réanimation où on est capable de mesurer ce risque-là, en particulier avec la mesure de la pression intracérébrale, tous les moniteurs, etc., tout l'environnement qui va avec, je ne crois pas qu'on soit en mesure, nous, de mettre les bicards. Bon, c'est mon opinion personnelle, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le diabète, je ne crois pas qu'il y ait de réponse vraie. Vous voyez ? Et qu'à un moment, quand on est devant un enfant et qui va très très mal et que vous n'avez pas de réanimateur, vous n'avez pas la possibilité d'envoyer l'enfant en réanimation et que sinon, vous savez que vous allez dans le mur, bon, je ne sais pas, hein. C'est difficile de répondre. Hein. Voilà, mais plutôt les bicards, là aujourd'hui, de façon uniforme, les gens disent plutôt non. Est-ce que vous avez d'autres questions sur la prise en charge, peut-être un peu en aigu comme ça Est-ce que vous avez rencontré des situations difficiles d'acidocétose qui vous posent des problèmes? Donc vous ne savez pas ce qui va devenir. Bon, c'est... Absolument. Donc vous constatez aussi l'augmentation de l'incidence du diabète. Oui. Hein? Oui. Ouais. Mais nous, on l'a remarqué, nous, on s'est dit, est-ce que c'est pas en rapport avec la Covid? Parce qu'on a vu qu'il y avait vraiment un avant et un après. Et là, tous les jours, on en voit. C'est-à-dire que parfois, on voyait des semaines où on en voyait un par semaine, mais là, c'est tous les jours et parfois plusieurs cas, plusieurs enfants par jour. Et on a encore des tableaux sévères d'acidocétose. Mais ça se rejoint aussi ce que vous disiez, c'est qu'il y a des périodes. Il y a aussi des périodes où on a beaucoup, voilà, il y a des périodes où on en reçoit beaucoup, et puis après, vous pouvez avoir des semaines où il y en a beaucoup moins, où on est plutôt à un tous les 2-3 jours, quoi. Juste pour vous répondre concernant le nourrisson, j'ai vu tout à l'heure probablement le nourrisson qui était hospitalisé en réanimation, il est monté, ils ont fait l'échange avec un autre grand qui était en grande acidose et qui est descendu en réanimation parce qu'il était en grande acidose avec une on m'a dit qu'on a fait l'échange d'un nourrisson avec voilà. Mais comme vous avez moi je ne fais pas du diabète, je fais plutôt l'endocrinologie pédiatrique, mais il y a toute une équipe, Dr Samah Amhajar, Imen Zineb, qui se charge des grands DAC, et souvent on a noté qu'il y a une augmentation importante et ils arrivent souvent dans un tableau DAC très sévère, et c'est la cause la plus... le pourcentage DAC inaugural est très très important, plus de 60%, mais je n'ai pas les chiffres exacts, mais lors du Covid, on a noté une augmentation très importante là, et on a noté lors du Covid, c'est l'équilibre, même l'équilibre, il y a des hyperglycémies difficiles à équilibrer qui nécessitent des doses de plus en plus importantes, c'est ce que nous avons noté. Mais les grandes acidoses nous posent beaucoup de problèmes, surtout quand il y a un œdème cérébral. Et pour les critères d'œdème cérébral, c'est à côté de cette instabilité tensionnelle, ce pouls qui n'est pas bien, et cette altération de l'état de conscience. Exceptionnellement, j'ai vu l'équipe font initialement, de l'époque de Balafrèche, parfois on donnait des bicards, mais récemment, le bicard, c'est de plus en plus, il y a plus de 7 ou 8 ans qu'on n'utilise plus du bicard.
qu'on fait, c'est qu'on essaie de les transférer chez eux, où ils sont mieux monitorés, où ils sont, comme vous l'avez dit, entourés d'un environnement de réa. Donc nous, c'est surtout pour les enfants qui ont un pH inférieur à 7. Ouais, C'est-à-dire là, 6,9. C'est-à-dire que là, c'est plutôt dans ces cas-là où, voilà, où cette question se pose. Mais au-delà de ces pH-là, en général, on n'alcalinise pas. Mais nous, on n'alcalinise pas non plus aux urgences. C'est-à-dire qu'en général, c'est au niveau du service de réanimation. Et je me demandais, est-ce qu'on pouvait le faire, nous, aux urgences? Nous, on ne le fait jamais, jamais, jamais. Et je n'ai pas dit, mais c'est dans ma diapositive de conclusion, en fait, un des points majeurs dans l'amélioration de la prise en charge, parce qu'on est à 50-60%, la différence n'est pas si grande, hein, finalement, de découverte du diabète par l'acidocétose, mais là où on peut quand même arriver à rattraper les choses, etc., c'est qu'en fait, il faut que dans les services d'urgence, il faut qu'il y ait un protocole de prise en charge du diabète. Et que ce protocole-là, il soit simple et clair, avec une prescription, une sorte de prescription type qui soit facile à suivre. Et en fait, ça, nous, c'est vraiment ça et c'est même écrit, je crois, dans ce papier de l'ISPAD. C'est vraiment ça qui fait que finalement, n'importe quel interne est capable, quand il arrive, même pour son premier semestre, de s'occuper d'un patient avec une DAC. Et ça, c'est vraiment important. Bon, bien sûr, ça ne va pas être parfait, ou je ne sais pas, pas une sévère, mais en tout cas, la dose de la perfusion d'insuline, le fait de commencer l'insuline après la réhydratation, le volume de la réhydratation, le fait de mettre du potassium dans la perfusion, de ne pas faire de bicard, etc., qu'il y a un protocole qui soit clair, avec le débit en millilitres heure, en fonction du poids, avec des fourchettes de poids. Ça, c'est des choses qu'on peut faire dans les services, et c'est des choses qui vraiment contribuent à améliorer la qualité de la prise en charge des enfants. Donc, il faut vraiment mettre en place ça, c'est pas compliqué. Voilà, on avance sur les petits cas cliniques là. Oui. Bon, après, si vous en avez 7 par jour, alors là, vous connaissez par cœur, hein, mais... Pardon? Comme elle est souvent de garde, voilà. Bon, en fait, c'est vous qui devez faire l'atelier aujourd'hui. Oui, exactement, exactement. Venez avec moi, venez avec moi. Ouais, exactement. Alors ça c'est un petit, donc ça c'est le diabète du petit. Ça c'est intéressant parce que là c'est vraiment aussi notre vraie compétence de pédiatre. Et là, alors là il faut vraiment former les internes à dépister, et il faut avoir la bandelette urinaire super facile, presque systématique. Il faut vraiment faire très très facilement des bandelettes urinaires. Donc c'est un petit Mohamed d'origine malienne et qui consulte pour 3 vomissements, pas de diarrhée, pas de fièvre. Il buvait toujours bien, mais bon, il y avait vraiment pas de diarrhée, les selles étaient même un peu dures, et il avait perdu à peu près 7%, parce qu'il était passé de 8,8 kg à 8,2 kg. Vous voyez, cliniquement, il était plutôt pas mal. Il n'a pas eu de bandelette urinaire, puisqu'il est reparti avec une prescription de Forlax. Hein, donc voilà. Et donc il rentre chez lui, et il revient. Heureusement, il revient, c'était combien de temps après? Le lendemain. Il revient le lendemain, et là, on était à 10%. Donc, au total, il avait perdu 800 grammes. Mais là, il avait franchement des signes de déshydratation. Mais ce qui, quand même, alerte, là, c'est que c'est une déshydratation à diurèse persistante. Donc là, il y a pas beaucoup de diagnostics différentiels dans déshydratation à diurèse persistante, hein, donc le diabète de type 1. Alors le diabète insipide, ça donne rarement des signes cliniques de déshydratation,
extracellulaire, parce que en fait, si on boit en compensation, on est quasiment jamais déshydraté. Donc c'est très rare que les diabètes insipides soient déshydratés. Donc diabète de type 1 et l'autre diagnostic différentiel, les hypercalcémies. Ça donne aussi des déshydratations à durée conservée. Voilà, donc on lui fait une bandelette urinaire et une glycémie capillaire et mince, pourquoi ça passe pas? Il me manque des trucs, bon bah c'est pas grave. Et donc ça confirme le diagnostic de diabète. Donc là c'est vraiment une présentation tout à fait typique et chez les bébés, ce qui est typique aussi, c'est qu'en fait ça va très vite. Et souvent, vous faites l'hémoglobine glyquée et elle n'est pas très élevée. C'est-à-dire que vous faites, là, la glyquée, elle peut être à 7%, 8%, parfois même 6,5%. Vous vous dites, mais est-ce que c'est vraiment un diabète, hein? Est-ce que c'est vraiment un diabète? Bah oui, c'est bien un diabète. Vous allez faire les anticorps, ils vont être positifs, hein. Et c'est juste que les choses vont... La carence insulinique, en fait, le mécanisme de la perte insulinique est extrêmement rapide, comme si l'agression était beaucoup plus rapide et beaucoup plus virulente que chez les enfants plus grands. Donc c'est un peu particulier. Il y a quelqu'un qui avait proposé l'hémoglobine glyquée tout à l'heure dans le bilan. L'hémoglobine glyquée, en fait, c'est pas un élément de diagnostic de diabète, c'est un élément de suivi. Ouais, c'est un élément de suivi et quelque part on l'utilise aussi quand même dans l'évaluation de la gravité, au moment du diagnostic de la gravité d'évolution antérieure, voilà. Donc, mais pour le diagnostic, non. Donc, et d'ailleurs, vous voyez, donc, il a une glycémie qui est quand même à 32 millimoles, mais le pH est finalement pas si mal que ça. Il est quand même un peu acide, hein, 7,17, et les bicarb sont bas à 7. Donc, c'est une acidocétose peu sévère, avec une déshydratation modérée. Donc, qu'est-ce qu'on lui fait à lui ? On le remplit pas, on le perfuse pas. On fait... Qu'est-ce que vous avez envie? Comment vous allez prendre en charge un bébé comme ça? Vous remplissez? Oui. Oui. Il n'est pas... je crois que je me souviens plus si j'ai mis... C'est vrai qu'il est un peu tachycarde, la tension un petit peu haute, les lèvres sont sèches. Vous avez raison, ouais, on va le remplir un petit peu. Ouais. Comment on va le remplir? Toujours pareil, sérum Phi 20 ml/kg. Ouais. Et puis après, on enchaîne sur la réhydratation, sérum Phi avec potassium. D'accord? Tout de suite derrière. Ah si, on lui fait le CG, bien sûr. Le CG était normal chez lui. Oui, bien sûr qu'on lui fait le CG. Donc lui, on lui a fait son ECG qui est normal, et on lui a fait un gaz, il est acide. Alors, il n'a pas été rempli. Mais je suis d'accord avec vous, vous voyez, moi j'aurais rempli aussi, je suis d'accord avec vous, j'aurais rempli. Et on commence la perf, la réhydratation, et après on commence l'insuline. Et donc les doses d'insuline, vous les connaissez, il faut les connaître par cœur. 0,05 à 0,1 unités kilo/heure. Et donc l'objectif, alors on fait jamais je crois que j'ai mis une diapo sur l'insulinothérapie. On fait jamais, donc c'est de la rapide, hein, qu'on met c'est de l'insuline rapide qu'on met dans la perf, dans la seringue électrique d'insuline, et on fait jamais de bolus, on fait toujours en continu de façon lente, parce qu'en fait il faut faire baisser progressivement la glycémie. On ne fait jamais de bolus, parce que si vous faites des bolus d'insuline, vous risquez de faire baisser la glycémie brutalement, ça donne des souffrances cellulaires, et là vous avez un risque d'œdème intracérébral. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est très important, cette baisse progressive de la glycémie, et on ne cherche pas
On ne veut pas normaliser la glycémie. On va essayer d'atteindre un seuil subnormal de glycémie, mais on n'est pas pressé ni de normaliser le ionogramme, ni de normaliser... en fait, il faut prendre son temps dans l'acidocétose, hein, comme pour tout le reste. Ce qu'il faut visualiser, c'est qu'en fait, les enfants, ça fait plusieurs semaines qu'ils ont eu ce phénomène. C'est pour ça que je vous avais mis le premier schéma de physiologie du diabète, même si c'était hyper schématique, hein, il est un peu pour les étudiants, mais c'est qu'il y a plusieurs semaines d'installation de la carence insulinique. Pendant toutes ces semaines, l'organisme s'adapte, donc avec la production des corps cétoniques, etc. Il tamponne, il y a des pertes potassiques, il y a une contraction volémique, le rein s'adapte, tout le monde s'adapte. Et puis si vous arrivez tout de suite avec votre perf à fond, l'insuline à fond qui va faire rentrer le potassium dans les cellules, etc. Alors là, c'est ça en fait, c'est le stress immédiat et rapide qui génère le risque d'œdème cérébral. Donc il faut vraiment être progressif dans ces manœuvres de réanimation, de prise en charge de l'acidocétose pour vraiment prendre en compte le fait que ça fait plusieurs semaines qu'il y a eu cette dégradation progressive. Voilà, donc, et puis donc on va surveiller bien sûr, et comme vous l'avez dit, les critères, on va être particulièrement vigilant sur les critères de l'œdème cérébral, donc la tension artérielle, la conscience, qui vont être vraiment les éléments numéro 1 de suivi de est-ce que le patient va développer un œdème cérébral ou pas. Pardon? Oui. Ben, l'insuline, c'est l'insuline. Hein. Oui. Alors, ben, du coup, vous ne contrôlez pas ce que vous faites. Non, il faut utiliser les... Vous n'utilisez pas les seringues électriques. Qu'est-ce que vous appelez des éléments de surveillance? Vous n'avez pas de seringue électrique? Si. Non? Pas beaucoup. Pas assez. Pas assez. Mais du coup, le débit, vous l'avez adapté pour que ça fasse... parce qu'en fait, là, dans les recos de l'ISPAD, maintenant, on est entre... Le débit, il change... Enfin, vous allez l'adapter à la glycémie après. Vous voyez, mais déjà, quand vous commencez la réhydratation, la glycémie, elle baisse toute seule. Hein? Oui, avec le sérum salé. La glycémie, elle baisse toute seule. Première heure. Voilà. Les 2 premières heures, donc déjà on a le remplissage, voilà. Donc ce qu'on fait nos urgences. La première phase de réhydratation sur 2 heures, donc c'est 10 cc kilo la première heure, puis 10 cc kilo donc de sérum salé la deuxième heure. Donc là on est déjà sur 2h30 à peu près donc de réhydratation seule. Puis donc c'est là où on commence l'insulinothérapie dans la perfusion de sérum glucosé. Et donc là vous commencez avec les électrolytes. C'est-à-dire que nous on n'a pas d'électrolytes dans la perf de salé par contre. Ouais, ça revient au même, de toute façon. C'est-à-dire qu'on n'a pas de... Bon. Alors le potassium, nous on commence à... C'est quoi? C'est à H2. Oui, bah, c'est pareil. À H2 dans la perfusion donc de sérum glucosé avec l'insulinothérapie. Et donc, en fait, la question c'est de mettre, là, dans les recommandations de l'ISPAD, on met 0,05 à 0,1. Et puis, donc la glycémie va baisser, mais on va adapter à la vitesse de baisse de la glycémie, le débit. C'est pareil. Oui. Non, mais ça revient au même. Quand on vient voir en termes d'unité kilo, c'est la même. Donc j'imagine que ça correspond.
Oui, à peu près. Bon, je ne vais pas vous refaire la physiopathe, on en a parlé déjà. Les objectifs du traitement aussi. Les facteurs de risque d'acidocétose, on en a parlé aussi. La mortalité, on en a parlé. Et donc, les patients qu'on va envoyer en réanimation. Alors, ça, c'est toujours un peu... Ça dépend... parce qu'en fait, faire des diapositives avec des critères, c'est très bien, mais ce n'est pas la vraie vie. Hein. Et donc, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Et ça dépend de où est-ce que vous travaillez. Si vous travaillez qu'il y a un service de réanimation dans votre hôpital, c'est plus facile d'avoir des critères où on dit, quand j'ai un pH inférieur à 7,1, je vais envoyer le patient dans le service de réanimation. Mais en fait, vous passez un coup de fil et puis tous les lits sont pleins et donc il ne peut pas vous le prendre. Hein. Donc voilà, donc en fait, c'est surtout, moi je pense que c'est surtout la notion d'acidocétose sévère qui prime. Et le pH, c'est pas tellement le point majeur, c'est essentiellement le trouble hémodynamique, le trouble de la conscience, le risque d'œdème cérébral, le risque de thrombose veineuse. Les patients dont on sous-estime un peu la gravité, c'est les hyperglycémies, c'est les hyperosmolaires. C'est ceux qui sont très, très hyperglycémiques. Donc ceux-là, il faut se méfier parce que ceux-là, ils font des complications parfois qu'on ne voit pas arriver. Donc ceux-là, il ne faut pas hésiter à mettre en place la réhydratation, surtout qu'il faut avoir une réhydratation un peu intensive, à mettre la réhydratation en milieu de réanimation. Voilà. Les tout petits, bien sûr, on en a parlé, hein, vous nous avez raconté votre expérience. Et puis les acidoses en dessous de 6,9, c'est pareil. Alors là, il faut les transférer aussi. Moi, ça me paraît important. Les enfants qui ont une insuffisance rénale associée, on en a un certain nombre qui peuvent avoir d'emblée des complications de type thrombophlébite, etc. Donc tout cela, ils vont d'emblée en réa aussi. Donc ça c'est les recommandations, donc on en a parlé, mais donc schématiquement c'est la correction des pertes hydriques, les apports en potassium immédiatement, l'insuline sans bolus en IV continu, pas de bicarbonate et le phosphore uniquement pour les hypophosphorémies profondes, c'est-à-dire inférieures à 0,32. Donc c'est vraiment très bas. Et l'histoire du protocole dont je vous ai parlé qui permet vraiment de cadrer la plupart des situations. Donc ça c'est bien. Et donc là je vous ai mis juste pour info, mais on ne le regarde pas, mais c'est que dans l'article vous avez les tableaux où vous avez un enfant de tant de kilos, le nombre de millilitres heure qu'il faut perfuser. Donc comme ça vous pouvez faire votre propre protocole pour votre service quand vous savez comment vos infirmières travaillent, comment vous aimez travailler. Vous perfusez l'insuline dans des pochons, nous on perfuse à la seringue électrique. Voilà, on va faire le protocole comme ci ou comme ça. Donc ça, c'est très intéressant. J'ai parlé de l'insuline, oui, ça j'en ai parlé. Et ça aussi. Je crois que j'avais un autre cas clinique. Quelle heure il est là? 24. Il reste... D'accord. Oui, je crois que j'avais encore des petites histoires. L'œdème cérébral, oui, non, voilà, si. Donc ça c'est un petit de 20 mois. J'ai encore deux, trois petits cas cliniques, mais qui sont un peu plus brefs. Et donc lui, il consulte pour un syndrome cardinal évident, une perte de poids de 7-8%. Il est d'emblée somnolent avec une dyspnée. Il n'a pas de pli cutané, il n'est pas très déshydraté. On lui fait une glycémie capillaire qui est HI et une cétonémie qui est également élevée. Et donc là, quel diagnostic vous évoquez là? Donc il a quand même l'association hyperglycémie-cétose. Diabète, on est d'accord. Non, mais c'est important, hein, il faut déjà dire les choses. Hein. Il a un diabète.
Bon, chez l'enfant, il a un diabète. Est-ce que j'ai mis le poids? Ben non, j'ai oublié de vous mettre le poids, mais enfin, à 20 mois, ça serait étonnant que ça soit un diabète de type 2. Hein. Oui. Chez l'enfant, le diabète, c'est du type 1. Hein. On est d'accord? Hein? Oui. Donc, bon, il a un diabète, c'est très probablement un diabète de type 1. Ouais. Vous commencez à avoir des... Nous, on n'en a pas. Ça n'existe quasiment pas. Hein. Les adolescents? Oui, non, pas les nourrissons, ça, on est d'accord, mais même les adolescents, c'est quand même rarissime de chez rarissime. Hein. Très peu. Hein. Certaines populations, très peu. Ouais. Il a un pH à 7,32, donc il n'est pas acide, hein, pas très acide. Les bicards sont à peine abaissés à 15, et la natrémie, elle est à 160. Et le potassium, il est limite un peu dans les valeurs un peu hautes à 5. Donc, votre diagnostic, c'est quoi? C'est quelle forme de révélation de diabète? C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les hyperglycémités. C'est vraiment les diabètes hyperosmolaires. C'est presque comme les révélations des diabètes de type 2 de l'adulte. En fait, vous avez ça souvent chez des enfants, ça peut arriver chez des enfants qu'on a réhydratés avec de l'eau sucrée ou avec beaucoup de lait, ou chez des enfants handicapés qui n'ont pas pu boire pour se réhydrater, donc qui sont vraiment en déficit hydrique important, ou parfois on ne sait pas très bien, il y a certaines formes qui vont être comme ça, très 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 hyperglycémiques. Hein. Donc voilà, donc ça c'est, vous pouvez avoir un enfant un enfant obèse qui fait un diabète de type 1 et qui se réhydrate avec du coca. Donc ça arrivait, ils sont hyperglycémiques comme ça. Donc là, il faut, on va faire une prise en charge, on va le réhydrater quand même, et on va faire, bien sûr, il faut tout de suite mettre l'insuline, parce que c'est ça qui va casser la cétose, faire baisser la glycémie, parce que là, il faut vraiment faire baisser la glycémie progressivement. Et dès que vous commencez l'hydratation, en fait, en commençant l'hydratation, vous allez avoir l'effet dilution et votre glycémie va baisser progressivement. Pas de bolus d'insuline. Très important à dire. Ouais, pas de bolus d'insuline. Ouais. Alors, ce qui peut arriver, c'est qu'on peut être embêté parce qu'on n'a pas de voie d'abord, etc. Et qu'on ne peut pas faire... imaginez comme la situation qu'on avait tout à l'heure, on n'arrive pas du tout à perfuser, etc. Et que le temps passe, et qu'il faut quand même qu'on commence à un moment l'insuline. Donc là, parfois, on peut faire une petite dose d'insuline. Alors nous, on utilise beaucoup les semi-lentes, mais comme ça, on va faire un peu de lévémir, parce qu'il va y avoir une action plus prolongée, ça ne va pas vous faire un gros bolus d'insuline rapide. Mais c'est pas dans la prise en charge classique et typique du diabète de type 1 en acidocétose. Donc voilà, donc c'est généralement des enfants qui sont quand même déshydratés et qui ont des troubles de la conscience. C'est un peu paradoxal parce que c'est pas un œdème cérébral et pourtant les troubles de la conscience sont un peu au premier plan. Hein, et c'est peut-être à cause de cette hyperglycémie très sévère et l'hypernatrémie aussi qui est très présente. Et c'est ceux-là qui ont ce risque de thrombose veineuse. Et les deux dernières petites histoires que je voulais vous raconter. Donc, Teresa, alors ça c'est pour vous montrer un mode de révélation qui peut arriver, qu'on a vu assez souvent là pendant le confinement.
Elle fait 2 jours de fièvre, son papa est Covid+, elle se met à vomir, elle est très fatiguée, elle est toussée, une toute petite. Hein. Et puis, donc elle se met à vomir, on pense que c'est une gastro, mais en fait, c'est une gastro avec hyperdiurèse. Et puis elle consulte pour gêne respiratoire, donc évidemment là on commence à tilter. Elle a une PCR Covid positif, et elle a des signes de déshydratation, elle est acide, et donc en fait on a une révélation de diabète ultra rapide. Vous avez une décompensation ultra rapide de diabète de type 1. Avec une hémoglobine glyquée qui va être quasi normale, hein, qui était proche de 6%. Donc vous pouvez avoir ce type de révélation avec un syndrome cardinal extrêmement bref. Ça arrive. Et à l'inverse, vous avez des histoires comme ça. Donc ça, c'est un grand de 15 ans, ça fait 4 mois qui vous décrit qu'il boit et il pisse beaucoup, trop. Il est capable de dater le jour où ça a commencé. Et donc on est sûr que vraiment ça fait longtemps, à tel point que son médecin généraliste pensait que c'est un diabète de type 2 et qu'il l'a mis sous antidiabétique oral, qui n'a rien changé du tout. Il n'a pas perdu beaucoup de poids et il a un pH complètement normal. Et en fait, il a des anticorps positifs. C'est bien un diabète de type 1. Il n'est pas déshydraté. Et donc, c'est une perte, une carence insulinique très lente. Et il avait un peptide C qui était encore dosable. Donc, on est vraiment... Voilà, vous pouvez avoir des situations... je ne sais pas s'il y en a que vous voulez partager, de situations comme ça un petit peu très particulières de découverte de diabète qui vous ont un peu étonné dans le mode de révélation. Vous vouliez partager quelque chose? Non, ça va? Pardon? Avec les anticorps du diabète positif. Pour affirmer le diabète de type 1, pour être sûr que c'est un diabète auto-immun, vous dosez les anticorps. C'est ça qui va vous dire, voilà, vous avez l'auto-immunité. Alors, on peut... là, on n'a parlé que de l'acidocétose, mais bien évidemment, vous avez les 40% qui restent, qui ne sont pas en acidocétose. Donc ceux-là, on ne leur met pas de perfusion et on ne fait pas d'insuline en IV non plus, parce que sinon, du coup, on prend plus de risques qu'autre chose. Et donc, ces patients-là, on va au contraire les prendre, donc tous les diagnostics, comme vous avez dit, diagnostic intrafamilial, une glycémie à la pharmacie, une glycémie au laboratoire, un syndrome cardinal au début, vous avez fait une bandelette urinaire, etc. Donc, tout ça, on va faire une prise en charge par voie orale et sous-cute, d'emblée, du diabète de type 1. Et ça va impliquer de faire également l'éducation. Alors, ça n'exclut pas l'hospitalisation, parce que vous devez quand même faire toute la partie éducation qui doit aller avec la découverte du diabète. Donc ça, c'est quand même un point important. Alors, je ne sais pas, on n'a pas du tout parlé de cette partie éducation, puis du coup, il y avait toute la fin des diapositives là-dessus, mais on n'aura pas trop le temps d'en parler, on va juste peut-être l'effleurer, mais je ne sais pas comment est-ce que vous organisez cette partie-là. Nous, en fait, ce qu'on fait, c'est que donc, les patients, ils font leur acidocétose, où on met en route le traitement par voie orale et sous-cute. Et puis, en fait, on va ensuite les garder pendant 4 jours, à peu près 4 à 5 jours, pour faire l'éducation initiale du diabète, avec l'équipe de diabétologie pédiatrique. Donc, comment est-ce que vous faites toute cette partie-là qui est de lancer finalement le patient et sa famille dans le diabète de type 1 ?
Au cours de l'hospitalisation, on les garde une semaine Oui. semaine pour les gens qui ne comprennent pas beaucoup, parfois 2 semaines. L'éducation initiale Oui. avec une équipe d'infirmières spécialisées, nutritionnistes spécialisés et les médecins spécialisés avec des cours, l'initiation à l'insuline, à l'hypo, à l'hyper, aux techniques d'injection. Et ensuite, ils sont en contact avec la maison du jeune diabétique pour une éducation plus spécialisée, pour l'adaptation des doses et tout ça. C'est pas, est-ce que vous avez de l'expérience concernant les DAC chez les tout petits, moins de 6 mois, dans le cas du diabète monogénique, comment vous gérez ce type de... On n'en a pas souvent, hein, non. Non, on a très peu... c'est exceptionnel, on a eu 2 ou 3 d'enfants nés avec un diabète comme ça, et le dernier c'était il y a 1 an et demi, hein, donc vous voyez c'est très 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 rare. Hein. Vous en voyez beaucoup? Sanguinité, l'équipe professeur Imen Zineb, il a au moins 10 ou 15 cas, je pense, qu'il a déjà, avec études génétiques en collaboration avec l'équipe d'Angleterre pour des diagnostics moléculaires et qui ont des difficultés d'équilibre la phase initiale. Mais il y a une série importante. Oh, bah c'est super. Nous, on avait 2 on a fait avec Michel Pollack, qui connaît très très bien aussi cette maladie, donc on a beaucoup géré avec lui. Mais au départ, ça s'est plutôt bien passé. En fait, le diagnostic a été fait très très tôt, et on a géré avec Michel Pollack, voilà. Et le diagnostic a été fait à Paris. Ouais. Juste pour revenir donc sur la partie initiale et donc l'éducation des patients, etc. Donc je vois que vous êtes on fait la même chose, hein, mais ça veut dire que ça, ce sont des services d'endocrinologie et de diabétologie pédiatrique avec des équipes, etc. Donc ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Et la maison du jeune diabétique aussi. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Donc ça, c'est quand même le problème. Et même si je vais à l'hôpital qui est à 3 km du mien, c'est un service de pédiatrie générale, il y a 2 personnes qui font la diabétologie pédiatrique, mais ils n'ont pas, il n'y a pas une infirmière et une diététicienne qui sont spécialisées dans le diabète pédiatrique. Donc quand les enfants restent, ben, c'est seulement si les gens ont du temps pour s'occuper d'eux, etc. Et donc la qualité, même si les gens ont beaucoup de bonne volonté, c'est pas la même chose quand même. Donc en fait, je pense qu'il y a du coup une inégalité dans la prise en charge du diabète de type 1 qui dépend beaucoup de l'endroit où vous allez être pris en charge. Je pense qu'il faut soulever un problème qui s'ajoute au problème des diabétiques. C'est que dernièrement, sur le plan national, il y a rupture de l'insuline, une rupture de l'insuline rapide. Donc c'est un grand fardeau pour les diabétiques. On ne sait pas pour combien de temps ça va durer. C'est un facteur de plus de maltraitance de diabétique. Ah oui, ça c'est... Parce que la majorité reçoivent l'insuline des centres de santé. Ils n'ont pas les moyens d'acheter, ils n'ont pas de sécurité sociale. Donc, comment on va faire? Oui, donc ça, comme vous dites, c'est une maltraitance supplémentaire. Hein. Ouais. Ça dure. Oui. Ben en fait, il faut normaliser, vous devez normaliser le pH, les bicars, le CG. Donc, il vous faut un minimum de 12 à 24 heures de perfusion. Bon, et ensuite, vous faites le relais en sous-cut et péros.
Et sur le PROS, après, par la supplémentation potassique, on est sur 1 semaine de supplémentation potassique PROS, parce que les stocks potassiques ont été tellement déplétés que ce n'est pas ce que vous avez mis dans la perf qui suffit. Hein. Donc il faut vraiment continuer, mais il faut que votre ECG soit normalisé. Et ensuite, seulement vous avez normalisé votre ionogramme, les paramètres. Ça prend un peu de temps. Et ensuite seulement, vous pouvez arrêter ça et vous continuez la supplémentation et l'hydratation orale. Oui. Oui, pas uniquement la bandelette urinaire, il faut un ionogramme, bien sûr, hein, et un pH. Et un pH. Ce qu'on a fait au début, ben, on le fait au bout de quelques heures. Vous devez vérifier la créate, vous devez vérifier la natrémie, etc. Bien sûr, hein. On n'en fait pas qu'un seul au démarrage. Hein. Si vous avez un enfant en acidose, vous devez vérifier que vous avez corrigé l'acidose. Ça vous paraît logique ? Ça dépend des niveaux de prise en charge. Ça dépend des moyens qu'on peut avoir, du temps qu'on peut avoir, etc. Bon, après, j'imagine que si on a un enfant qui va très très bien cliniquement, voilà, mais il faut se méfier. Le diabète, c'est quand même une maladie, il faut vraiment se méfier. Hein. Ben, des complications, il y a des tas de pièges dans le diabète. Vous avez le piège de la présentation de la pseudo-appendicite, des douleurs abdominales. Vous avez le piège de la gastroparésie ou de l'anurie. Donc l'anurie, ça peut être une insuffisance rénale, une déshydratation profonde, mais ça peut être aussi un globe vésical à cause de l'hypokaliémie, de l'hypocalicystie et de l'absence de contraction. Voilà. Donc voilà, il y a des tas de choses, de complications comme ça qu'on a. Vous avez les atélectasies et les infections pulmonaires qui arrivent quelques jours après. Il y a le risque de thrombophlébite, de thrombose veineuse profonde qu'on a dans les hyperosmolaires. Enfin voilà, il y a un tas de complications qui peuvent arriver dans les jours qui suivent. Et c'est pour ça que ça impose une surveillance clinique des patients et quand même un certain sens clinique. On sent bien que voilà, les collègues là, ils ont palpé des malades, quoi. On voit bien que ça nécessite de voir des patients. Voilà. Pour les anticorps, quand faut-il les demander? À chaque fois qu'on fait un diagnostic ou dans des cas particuliers? Les anticorps Alors après ça dépend de vos possibilités. La France est un pays riche pour lequel on fait les anticorps à toutes les découvertes de diabète. Je pense que chez les petits, où parfois le diagnostic peut être un peu compliqué, surtout les très très jeunes, vous avez évoqué les moins de 6 mois, les très très jeunes ou les diagnostics très rapides, voilà, là ça peut être, on s'arrête, on a fini, là ça peut être important, ou alors les hyperosmolaires, un hyperosmolaire chez un grand, vous avez vraiment besoin de savoir si vous êtes chez un type 2 ou un type 1. Vous avez certains maudits qui peuvent se révéler par une cétose ou parfois même une acidocétose. Donc ça a quand même un intérêt, hein, les anticorps. Donc, quand vous avez un doute sur le patient obèse, la famille, une acidocétose dans une famille de maudits, une acidocétose qui est survenue très rapidement chez un bébé tout petit, etc. Là, voilà, ça peut être des situations qui vont vous dire je vais faire plutôt les anticorps, si vous ne les faites pas à tout le monde. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous voulez discuter rapidement? Parce que le docteur Boumouche nous a demandé de libérer la salle. Non, ça va? Oui? Bon, super. Merci de votre participation, hein, en tout cas, super.